Épisode de notre podcast avec Alf. Et aujourd'hui, nous avons une invitée particulière parce que lorsqu'on écoute son parcours, elle n'était pas destinée certainement à prendre en charge cette entreprise, mais aujourd'hui, elle est en charge de l'entreprise en tant que gérante associée ou associée gérante et elle est venue nous parler et elle a accepté d'être avec nous ce matin pour vous entretenir, partager son expérience et surtout passer quelques astuces et aussi les défis qu'elle rencontre. Ce matin, nous recevons Madame Alatoudem. Bienvenue. Merci. OK. Alors, ma toute première question. Vous êtes diplômé en finance. Vous n'étiez pas certainement destiné à prendre en charge une entreprise familiale de ce genre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix pour prendre en charge l'entreprise familiale aujourd'hui? Merci Alf pour l'invitation. Et la question me fait plaisir parce que vous l'avez souligné, je n'étais pas au départ du tout ambitionnée de prendre l'entreprise familiale en charge. J'ai grandi dans l'univers de l'entreprise familiale. Ma mère, elle a commencé à la maison, on l'aidait, donc on était tous salariés de cette entreprise vraiment. Mais ce n'était pas pour moi une entreprise à l'époque qui pouvait recruter une diplômée revenante d'études et je réfléchissais même pas en tant que telle. Donc, le retour, ça s'est pas fait du coup. Quand je suis revenue des études, j'ai dû apprendre, j'ai fait des stages, j'ai cherché du boulot, j'ai eu des petits boulots par-ci, par-là. Et une de mes chances, c'est que j'ai travaillé pour une fondation qui appuyait des femmes à Welesebougou. Donc, le fait d'aller voir ces femmes, de voir leur combat, de comprendre aussi l'agriculture au Mali, parce que comme vous avez dit, j'ai fait finance. Je ne connaissais pas le monde agricole, même si j'ai grandi autour, je ne l'analysais pas, certes, ainsi. Donc, en voyant ces femmes se battre avec les produits qu'elles produisaient, qu'elles vendaient sur le marché, les difficultés d'accès au marché, vraiment, et j'ai vu les challenges que ma mère vit en faisant sa comptabilité, en l'aidant dans certaines parties de son entreprise. Je me suis dit, au final, pourquoi ne pas m'associer à elle, l'aider à réaliser son rêve qui était d'industrialiser cette compagnie qu'elle a créée en 92. OK. Cette entreprise, je rappelle que c'est une entreprise agroalimentaire dans la transformation des céréales, donc en produits finis et semi-finis, c'est ça? Oui. OK. L'entreprise là fait partie de l'une des premières entreprises de transformation au Mali. Est-ce que l'historique, comment elle se porte aujourd'hui? De 92 à 2025, ça fait du chemin quand même. Bien, ça fait beaucoup de chemin, plus de 35 ans, 37 peut-être même, si je calcule. Oui, l'entreprise est passée par plusieurs phases. Comme je dis, elle a été à la maison d'abord pendant une dizaine d'années, puis elle a investi dans une unité de transformation qui était à Golfe, dans une zone d'habitation. Et là, c'était l'industrie seulement qui était là-bas. Le succès faisant, les produits transformés comme le fonio précuit, le djouka, le moni, étaient beaucoup aimés par la population parce qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes maintenant comme nous qui avons étudié, qui commençaient à travailler et qui ne pouvaient pas assurer le ménage et le travail en même temps. Donc ces produits les aidaient à vraiment mieux manager la famille. Donc ça fait que le succès étant, on n'avait plus de place à l'unité à Baco du Grand Golf, on a dû penser à investir ailleurs. Moi, quand je suis venue travailler en 2010 avec la maman, c'était mon principal travail et mon objectif, c'était de moderniser l'entreprise, de l'industrialiser. Donc, on a fait un projet avec ICM de l'USAID, qui était financé à l'époque par l'USAID et qui nous a aidé à avoir... C'est nous qui avons acheté le terrain à Djalakorobougou, sur la route de Ségou, dans la zone industrielle. Donc, ça nous a permis d'avoir un financement avec l'USAID. On a construit, on a eu un prêt avec la BICIM à l'époque pour finaliser la construction, pour déménager en 2015. Il a fallu de 2011, le projet c'était 2011-2012, jusqu'en 2015 finaliser ce projet parce qu'il y avait eu le coup d'État, donc il y a eu plein de trucs qui ont retardé la finition du projet, le déménagement, l'achat des équipements. Donc c'était tout un parcours pour arriver là nous sommes dans une unité industrialisée, structurée,
professionnel, mais ça a fallu du chemin. Et moi, déjà, ça me fait 15 ans dans ce parcours entrepreneurial. On va revenir sur le début, pour revenir un peu les grands défis au moment où vous avez repris le flambeau des mains de la maman. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de certains de ces défis que vous avez dû rencontrer et faire face, et surtout la relocalisation de Golf à la zone industrielle? Quels ont été les défis majeurs? Les défis majeurs, c'est que ma mère c'est vraiment mon socle, un boussole en quelque sorte, mais travailler en famille est difficile déjà. Et en tant que jeune femme, j'avais beaucoup d'idées. Vous savez, on a des idées quand on vient de l'école, mais les mettre en pratique est très difficile. Déjà, même pour nos fournisseurs, à l'époque, accepter un chèque, c'était un des plus grands défis, je pense, que j'ai rencontré. Il fallait que je signe le chèque, je vais chez le fournisseur, on part ensemble à la banque et qu'il accepte de retirer lui-même devant moi. Vous voyez un peu le parcours, parce que je ne voulais pas me promener avec du liquide et que aussi notre banque voit qu'il y a la traçabilité, et tout, il y a les versements, les retraits des fournisseurs. Donc, habituer les fournisseurs déjà à accepter le chèque, c'était l'un des plus grands défis. L'autre défi, c'était, je pense, les partenaires techniques et financiers. Parce que je venais de commencer, j'avais 24 ans, pas d'expérience, les gens n'avaient pas autant confiance. Mais le fait que la maman était autour, était là, je pense que ça a été l'impact qui a attiré les partenaires. Parce que le duo mère-fille a fait que les gens ont eu confiance en nous, son expérience et ma jeunesse, ma passion, ont fait qu'on a eu quand même pas mal de subventions, pas mal de formations, d'appui. On nous a mis en visibilité à beaucoup de partenariats. Donc, je pense que ça, c'était formidable. Et je pense que le dernier défi, c'était que, étant jeune et femme dans un monde d'hommes, c'est très difficile pour une jeune entrepreneur qui apprend tout sur le terrain, qui est tout le temps critiquée, qui est mis au défi. Je pense que si je n'avais pas des partenaires forts, j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que l'appui au Mali en tant que tel, c'était des hommes, ce n'était pas évident. Donc, il a fallu se battre pour démontrer ce qu'on pouvait faire et s'imposer sur le marché. Ok. Wow. Vous avez parlé d'un secteur masculin. Très masculin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces défis? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont dans le domaine de la transformation également. Peut-être les astuces que vous allez partager, comment vous avez fait pour surmonter, peut-être ça pourrait aider certains. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'astuces, c'est juste le travail. Ce n'est pas le travail. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont formée. Il faut s'auto-former. C'est vrai que j'ai un diplôme, mais je n'étais pas une experte de la filière agroalimentaire. Il a fallu que j'apprenne auprès de ma mère déjà comment les produits, elle se faisaient. J'ai fait l'entreprise du plus bas, du lavage au séchage, au conditionnement. Donc, je connais toutes les parties de l'entreprise que j'ai maîtrisées. Aucun personnel ne peut me dire que non, je ne peux pas faire ci parce que c'est ça, parce que moi-même, je connais déjà l'entreprise, je maîtrise de A à Z. Donc, c'est ça, il faut vraiment maîtriser son projet. Il faut s'auto-former, il faut se battre, croire à ce qu'on a comme projet et que ce soit innovant aussi pour que ça attire les autres. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de truc miracle qui peut dire que non, je fais tel pour qu'on me respecte. Non, le respect, ce n'est pas le travail. C'est par le travail, c'est par l'apprentissage. Vous avez osé appris pour comprendre un peu, parce que venir du secteur de finance à l'agroalimentaire, ce n'était pas du tout facile, certainement. Il fallait suivre des formations. Est-ce qu'il y a des opportunités de formation aujourd'hui? Oui, les partenaires, je pense, sont concentrés beaucoup sur les opportunités de formation. C'est pas il y a des formations diplômantes, certes, mais je pense que pour un entrepreneur déjà qui vient d'un autre milieu, ça peut être des formations pratiques. Les partenaires financent beaucoup les jeunes qui veulent faire de l'agroalimentaire, qui veulent faire n'importe quelle formation d'ailleurs. C'est pour l'emploi, au fait. Les gens veulent que les gens accèdent beaucoup plus à l'emploi.
nous-mêmes, tellement on nous a demandé des formations pratiques et autres, nous sommes en train de mettre un centre de formation au niveau de l'unité pratique pour que les jeunes puissent venir apprendre sur le terrain comment on fait la transformation, le tri des matières premières, le décortiquage, le lavage, en fait toute la chaîne jusqu'à l'emballage du produit fini. Et avec l'hygiène qui va avec, c'est vraiment, je pense que ce serait une opportunité pour les jeunes de se former dans une unité qui est industrielle, qui peut leur montrer les bonnes pratiques de produire. Cette formation dont vous souhaitez lancer, est-ce que c'est uniquement pour les femmes ou c'est tout sexe confondu? Est-ce qu'il y aura une limite d'âge par rapport à ça ou bien toute personne intéressée? Je pense que en tant que jeune femme, je ne vais pas me mettre juste dire que c'est les jeunes femmes. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que les limites de la transformation au Mali. Pourquoi la transformation, quand vous regardez, c'est plus de 99% de femmes. C'est ces dernières années que les jeunes hommes ont commencé à lancer des entreprises agroalimentaires. Mais si vous voyez nos mamans, du temps de nos mamans, c'est toutes des femmes. Et rares sont les hommes qui faisaient la transformation parce qu'elle était artisanale et que c'était à la main. Il fallait laver le fognon. On ne voyait pas les hommes laver le fognon. Et maintenant, pourquoi pas? Pourquoi les hommes ne voudraient pas laver le fognon si c'est rentable pour eux? Donc, la formation, elle est ouverte à tout le monde, des jeunes, femmes, hommes. Et il n'y a pas aussi d'âge pour commencer à entreprendre. Si les personnes sont intéressées à apprendre, pourquoi pas? Nous sommes ouverts à vraiment tout type. On n'est pas fermé aux gens. Ok. L'entreprise a grandi de votre arrivée à aujourd'hui. Certainement, il y a eu une certaine évolution. Notamment, peut-être, c'est une entreprise beaucoup plus, comme vous disiez tout de suite, c'est les femmes qui sont beaucoup plus dans la transformation. Comment vous faites pour créer un environnement favorable aux femmes dans votre unité? C'est pas facile. Vous savez, quand on met beaucoup de femmes dans un endroit, c'est très difficile à gérer. Je pense que en tant que gérante d'entreprise, ce qui est le plus difficile, c'est le personnel. Le personnel, le mettre à l'aise, de le garder, surtout au Mali, c'est surtout ça. Et c'est très difficile pour nous de garder les femmes parce que la plupart de notre personnel, c'est du personnel qui n'est pas fixe. Ils ont besoin d'emploi à un moment donné. Ils viennent travailler, c'est des femmes, vous savez, qui viennent des villages ou bien qui sont même, parce que là où on est dans la zone, là, c'est vraiment périurbain. Donc, ces femmes, elles travaillent un moment, puis elles arrêtent. Donc, mais on les forme quand même, quand elles viennent, on les forme, on les encourage par les primes, on les encourage à travailler. Quand elles s'habituent à avoir des salaires, à avoir des primes et autres, elles travaillent. Il y a d'autres qui sont restés 10 ans, il y a d'autres qui sont restés 1 année, d'autres 6 mois. Donc, c'est vraiment, c'est difficile de dire comment garder du personnel parce que ça dépend de la volonté du personnel aussi, des femmes. Et ça dépend aussi des maris. Même actuellement, il y a une qui fait le nettoyage à l'usine, elle est partie parce que son mari veut qu'elle arrête. Et ils se sont tellement bataillés autour qu'elle a décidé au final, pour la paix de son esprit, d'arrêter le travail. Ça m'a fait mal au cœur pour elle parce que le peu qu'elle gagne à l'usine là-bas en nettoyant, ça lui fait faire ses dépenses. Mais le mari, est-ce qu'il pourra prendre ça en charge? Et c'est ce que nous on rencontre. On essaie de former ces femmes-là, à les dire de faire des activités économiques pour prendre leur famille en charge. Et je vous dis, 90% de mes personnels, c'est eux qui prennent leur famille en charge. Wow. Et ce qu'on ne dit pas, c'est ça la réalité au Mali. Beaucoup de femmes, c'est elles qui déboursent l'argent pour prendre leur famille en charge. Quel conseil pourriez-vous donner à ces hommes pour qu'ils soutiennent les femmes qui travaillent? Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les hommes à ne pas vouloir que les femmes travaillent. Ce que je leur dis, c'est que les femmes ont des opportunités de s'ouvrir, d'apprendre, de s'épanouir. On voit que les femmes qui travaillent s'épanouissent beaucoup plus dans leur vie parce qu'elles se sentent essentielles dans quelque chose, elles se sentent nécessaires. Et quand elles ont des besoins personnels, parce que même ta pommade, si tu ne travailles pas, c'est l'homme qui enlève. Il y aura toujours des petites querelles, tu demandes trop d'argent par-ci, tu fais trop ci. D'arrêter, je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais c'est vrai qu'il y a quelques hommes à l'usine, mais ces hommes-là, ils viennent chercher de l'argent et ils sont aux machines, ils sont aux trucs, ils ne sont pas là pour vos femmes. Donc, c'est ce que je leur dis. Et il y a des hommes, même, ils viennent déposer leurs femmes à l'usine, ils viennent les reprendre le soir. Tout ça, je me dis que c'est bon aussi. C'est qu'il veut qu'elle travaille, mais il veut s'assurer qu'elle est dans des conditions, il n'y a pas autre chose. Mais moi, je les assure quand même, en tant que femme,
quand je recrute un personnel masculin, je lui dis que c'est les femmes d'autrui qui travaillent chez moi. Il faut le respect. Quand il n'y a pas le respect entre toi et eux, tu vas partir. Parce que moi, je ne vais pas garder un homme qui ne respecte pas une femme, qui lui manque de respect, qui la frappe ou bien qui l'insulte parce qu'il est un homme. Donc, depuis le départ, les choses sont claires entre tous les personnels. Tout le monde est là d'égalité. Donc, le respect prévaut. Et il faut travailler dans le respect de l'entreprise. On est tous là pour chercher un intérêt personnel. Mais l'intérêt commun, c'est que si l'entreprise progresse, nous progressons aussi. Si l'entreprise progresse, tout le monde progresse. Et aujourd'hui, comment se porte l'entreprise Les Céréales de Tatam? Ça, c'est une question. Elle est un peu difficile. On se porte bien, Dieu merci. Mais la situation faisant qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement. Il y a beaucoup d'informels. Vous savez, on a bataillé pour aller vers l'industrialisation, mais parfois, on se demande, est-ce que c'était le bon choix? On dit que nous-mêmes, nos chefs d'État demandent à ce qu'il y ait beaucoup plus d'industries, mais les industries sont étouffées par l'informel. L'informel dans ce pays est énorme, et surtout dans la transformation agroalimentaire. Vous n'allez pas avoir une maison sur deux qui ne fait pas du fonio, qui ne fait pas du djouba, qui ne fait pas du moni et qui vendent à leur famille. Donc, ça fait que le marché est envahi par des produits beaucoup moins chers et de moindre qualité. Mais on a remarqué aussi que le Malien préfère le moins cher, qui est surtout la qualité. Il y a qu'une certaine niche qui cherche la qualité, mais beaucoup cherchent le prix. Et donc, c'est un défi pour nous, entreprises qui se voulons industrielles. Donc, comment pallier à ça? C'est toujours sur ça on est en train de travailler. Vous êtes dans des organisations, des fêtières qui font ces activités-là. Comment vous travaillez dans ces fêtières-là pour pouvoir vous faire aider et comment vous collaborez avec le ministère de tutelle pour pouvoir vous aider dans cela? Je suis dans des fêtières comme la FINATRA, qui est la Fédération nationale des transformateurs. Là, c'est pas beaucoup trop organisé pour le moment. On essaie d'organiser, d'avoir des bailleurs qui nous soutiennent, mais pour le moment, on n'a pas d'appui assez nouveau. Donc, avec des jeunes dames, on s'est mis ensemble, on a créé NALA, New African Leader in Agribusiness, dont la présidente est Aïssata Diakité de Zaban, et je suis responsable projet de cette organisation. On a eu la chance de parrainer beaucoup de jeunes, de les former, de les accompagner. Donc, on veut être des exemples pour la jeune génération, les aider à dépasser un certain niveau. Parce que nous, on peut dire, à part peut-être nos familles et quelques partenaires, il n'y avait personne pour nous montrer la voie, pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'appuyer la jeune génération à faire mieux. Et nous-mêmes, nous aider en tant qu'entreprise, parce que, vous savez, on a tellement de défis. Parfois, on est découragé. Moi, il y a quelques années, je voulais aller à l'aventure parce que j'étais fatiguée. J'en avais marre. Donc, quand vous discutez avec d'autres entrepreneurs comme vous, ça vous encourage encore à rester, ça vous donne du courage parce que vous vivez la même réalité. Et c'est vraiment ça. Je suis aussi la vice-présidente de l'interprofession Fonio qui a été créée en 2022. Malheureusement, on n'a pas pu encore finaliser les dossiers, les documents de l'interprofession pour qu'elle soit reconnue par l'État. Donc, c'est toujours en cours, mais j'espère que ça va bientôt aboutir. Tout ça, en fait, je suis vraiment motivée dans ces filières-là, c'est pour faire du lobbying. Okay. Le lobbying est important pour nos entreprises, mais malheureusement, nos filières ne sont pas assez organisées. Okay. Et heureusement pour nous, l'État est rentré dans une dynamique d'aider les interprofessions, d'aider les filières à travers les interprofessions pour que toutes les chaînes de valeur puissent se reconnaître, puissent travailler et donner du résultat. On espère que ça va continuer parce que si on n'appuie pas ces filières-là, on risque de mourir et beaucoup d'abandonner l'agriculture et l'agroalimentaire parce qu'ils se diront que ce n'est pas rentable en fin de compte. Et vous voyez, on voit des jeunes qui vont pour les mines. Ils abandonnent l'agriculture. Donc, il faut vraiment de l'appui, il faut de la mécanisation pour que les jeunes restent dans l'agriculture. Il faut montrer que c'est des filières qui sont fortes, qui sont rentables et que les jeunes
auront des revenus sûrs avec ça. OK. À un moment, je savais que les céréales de Tatam exportaient à l'international. Est-ce que l'exportation continue toujours? Est-ce que vous arrivez même à satisfaire les demandes? Quels sont les défis autour de ça aujourd'hui? Les défis sont énormes parce que nous, l'exportation que nous faisions, on le faisait à travers des Africains installés dans ces pays. Et malheureusement pour nous, ces dernières années, beaucoup de nos clients sont devenus des transformateurs. Ils ont créé des usines, donc ça s'est arrêté. Maintenant, nous, la clientèle formelle que nous cherchons dans l'exportation nous demande la certification ISO 22000. Jusqu'à présent, on ne l'a pas pu avoir parce qu'il faut certains changements dans le bâtiment à l'unité. Parce que nous, on a mis des carreaux, il faut mettre de la résine et la résine coûte énormément cher. On n'a pas encore le financement pour établir ça et finaliser notre certification ISO 22000 pour atteindre d'autres entreprises beaucoup plus formelles et qui sont dans l'agroalimentaire. Parce que là, notre clientèle, elle est vraiment, on peut dire informelle. C'est des intermédiaires qui achètent au Mali, qui font des containers, qui envoient dans d'autres pays. Et vous dépendez de ces gens-là. Eux, quand ils veulent changer de client, c'est tout de suite de fournisseur, c'est tout de suite. Donc, c'est pas sûr pour nous. Et là, on est en train de travailler pour voir comment améliorer cette partie. Ok, d'accord. Mais et la consommation locale? La consommation, est-ce qu'on arrive à le besoin par rapport, est-ce que l'offre et la demande, oui. Est-ce que la demande est satisfaite par l'offre aujourd'hui? La demande, c'est ce que je dis, la demande, elle est satisfaite par l'offre parce qu'il y a beaucoup de transformateurs. Actuellement, tout le monde transforme les céréales. Donc, que ce soit les céréales, les jus, il y a beaucoup d'offres sur le marché et il y a beaucoup aussi d'importation d'autres produits qui concurrencent ces produits transformés. Donc, le défi, c'est que nous, on arrive à stabiliser notre coût de production, diminuer. L'électricité étant l'un des facteurs majeurs de l'augmentation de notre coût de production. Donc, c'est de voir comment baisser les coûts de production pour que ce soit accessible encore plus. Parce que, disons-nous la vérité, notre clientèle principale est à Bamako. Mais maintenant, il y a d'autres régions au Mali. On n'arrive pas à atteindre le grand public parce qu'on est un peu cher sur le marché. Et ça, c'est dû au coût de production. Et ce qui fait que l'informel nous bat à plein, c'est qu'eux, ils n'ont pas tellement de coûts de production. Ils ne sont pas déclarés aux impôts. Ils ne payent pas l'électricité, l'eau forcément parce qu'ils sont chez le mari qui paye les factures d'eau et d'électricité. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ça rentre en compte. Mais je pense que la production locale, je suis fière de ça parce que je pense qu'on est l'un des leaders. C'est vraiment, les gens produisent. Ils produisent, ils transforment. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de rupture de stock sur le marché parce que les produits sont toujours disponibles pour tout type. Ok. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive à continuer malgré tous ces défis-là? Qu'est-ce qui me motive? C'est la passion de relever les défis, justement. Je suis une passionnée. Je suis quelqu'un, quand on me met un défi devant, comment résoudre le défi. C'est ça qui me maintient dans ce milieu. Et quand je vois le chemin parcouru, je me retourne, je suis assez fière de ce que j'ai réalisé en 15 ans. C'est pas autant que j'aurais voulu, mais quand on voit, c'est pas mal aussi. C'est pas mal pour une jeune entreprise qui n'a pas des milliards en fonds, qui se débrouille de jour en jour, qui relève les défis de jour en jour. Mais je vous dis que c'est difficile. Parfois, on a peur le sommeil. Parfois, on est déprimé. Parfois, comme j'ai dit, on veut lâcher tout. On veut aller aussi dans quelque part où il n'y a pas le stress. Parce que le stress d'avoir le personnel qu'on doit payer par mois, le stress d'avoir des fournisseurs de qualité qui vous donnent des produits de qualité, le stress que les clients vous font si les produits ne sont pas livrés à temps. Donc, vous voyez, c'est passionnant, mais en même temps, c'est difficile à vivre tous les jours. Vous avez parcouru déjà 15 ans au niveau de l'entreprise et bien avant l'entreprise a existé. Et dans 10 ans, où est-ce que vous voyez les céréales de Tatam? Dans 10 ans, on espère être toujours une référence au Mali et dans la sous-région et à l'international. Pourquoi pas? C'est l'ambition qu'on se donne, c'est la passion qu'on a. Et on sait qu'on croit aux céréales maliens, on croit à ce que le Mali soit l'un des premiers producteurs de céréales dans la sous-région
et d'en faire le premier pays transformateur de céréales aussi, qu'on puisse exporter dans la sous-région et dans le monde, qu'on valorise déjà nous à notre niveau dans le monde. Mais je pense que si on travaille beaucoup plus, dans 10 ans, ce serait vraiment d'être la référence. Vous êtes déjà une référence. Bon, une référence en tant que telle, mais d'être encore une référence plus forte. Alors, quels sont les projets alors à venir? Les projets, c'est d'aller vers la certification, comme j'ai dit, d'avoir des centres de formation qui est opérationnel, qu'on puisse former au moins 200, 300 personnes par an, si possible, pour que les jeunes aient des références au Mali. Ça, je pense que les objectifs en tant que ça, l'exportation, pour moi, n'est plus, je pense, mon objectif principal. Quand on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était vraiment ça, j'étais focus. Mais quand on a eu le blocus, on ne pouvait plus exporter. Donc, les choses ont changé. Je me suis concentrée sur d'autres produits comme Dafalé, qu'on a produit avec le PAM. Dafalé, c'est quoi? C'est une farine infantile, instantanée pour les enfants de 6 mois et plus. Donc, c'est l'un des produits phare sur lequel je vais me concentrer beaucoup plus, parce que quand on voit d'autres marques qui amènent ce genre de produits au Mali, qui sont beaucoup plus prisés. C'est vrai qu'on a des marques locales, mais elles ne sont pas instantanées et ce n'est pas des farines nutritives avec des micro-nutriments. Nous, on l'a vraiment fortifié et pour lutter contre la malnutrition au Mali. Donc, c'est l'une de mes passions actuelles et que j'aimerais voir grandir ce projet beaucoup plus et que les Maliens puissent se dire qu'on ne consomme plus les produits importés, mais des produits de qualité qui viennent de chez nous et qui est à base des céréales de chez nous. C'est excellent. Vous avez mentionné le PAM. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé avec les partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, le monde du développement et de l'humanitaire est en crise. Comment voyez-vous les impacts sur les céréales de Tatam dans les jours à venir ou les mois à venir? On voit déjà les impacts parce que notre partenaire a des difficultés à nous aider parce que le projet n'est pas complètement fini. Mais on le voit que ça fait une année, on n'a pas pu faire d'activité avec eux. Donc, ça nous alarme beaucoup. Et comme vous savez, il n'y a pas beaucoup d'aide, beaucoup d'appui dans le pays actuellement. Donc, c'est sur ces quelques partenaires que nous comptons pour avancer en tant que petite structure. Donc, ça nous rend triste de voir qu'ils n'ont pas assez de bailleurs pour les aider eux aussi à atteindre. Parce qu'eux, ils travaillent pour la population, ce n'est pas pour autre chose. Ils travaillent pour le bien-être de la population. Donc, nous, on les avait dit à l'époque, il y a quelques années, avant qu'ils commencent ces projets-là d'appui des petites unités locales qui puissent faire des farines infantiles. Donc, à l'époque, ils importaient beaucoup, mais jusqu'à présent, ils importent beaucoup parce que nous, on n'a pas la capacité de faire toutes les quantités qu'ils ont besoin pour distribuer. Mais où on va aller avec ces appuis-là, c'est qu'ils appuient dans tous les pays qu'ils ont besoin, des entreprises qui puissent produire localement pour la population, de deux, s'ils ont des besoins de petites quantités d'achat et autres, qu'on puisse être là à les fournir. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas que le PAM se achète pour moi, mais que la population vienne acheter ce produit qui est de qualité, qui est bon pour ma population. Donc, c'est ça l'objectif. Et le PAM a fait un travail formidable dans ce sens parce qu'ils n'ont pas appuyé que nous, ils ont appuyé d'autres entreprises semi-industrielles, même artisanales, dans les régions comme Tombouctou, Gao, Mopti. Donc, ça doit être, je pense que les partenaires techniques et financiers qui appuient le PAM doivent s'en inspirer pour voir que ça fait de l'impact positif à la population de continuer ce genre de projet. OK. Mais quel est votre plan de contingence aujourd'hui? Si ces partenaires ne sont pas là, comment vous allez... Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ce plan-là? Sinon, comment vous allez faire si ces partenaires aujourd'hui ne sont pas là, n'ont pas le financement nécessaire pour pouvoir aider? Quelle est la stratégie pour permettre à la population de pouvoir connaître vos produits et d'aller acheter? Bien sûr, on a déjà, depuis que ça a commencé l'année dernière, on a déjà commencé à réfléchir comment avoir du financement ailleurs. Pour le moment, on n'a pas encore, mais c'est pourquoi on est en train de proposer plusieurs services. Par exemple, le service de centre de formation et autres, ça en est une. Ça veut dire que ça va nous donner de la liquidité pour continuer nos projets de l'entreprise.
Ça, c'est comment on appelle ça? C'est une des stratégies qu'on a mis en place pour sauver l'entreprise de ça. Et nous, on ne veut pas vivre du budget des partenaires. On existait avant eux et on va exister après eux. La stratégie, c'est ça. C'est que même après moi, qu'il y ait une autre génération qui puisse reprendre l'entreprise. C'est ça qui fait la force des pays occidentaux. Parce que l'entreprise ne s'arrête pas à une personne. Ça doit continuer. Même si c'est difficile, on est sur le genou, mais qu'on puisse pouvoir quand même se relever petit à petit. Et là, notre stratégie est forte. Pour là, on est patient. Je pense qu'au début, je partais à 1000 à l'heure parce que j'avais la jeunesse. Je croyais que tout s'exécutait tout de suite, que c'était possible d'aller à 1000 à l'heure comme dans les pays européens. Mais on a nos difficultés, on a nos réalités. Et j'ai compris qu'il faut s'adapter. Il faut aller au rythme du pays parfois. Il ne faut pas aller trop vite. Ça peut casser le dos. Et j'ai failli le casser le dos d'ailleurs, mais Dieu merci. Le dos n'est pas cassé. Donc, je pense que l'entreprise a quand même survécu parce que la maman, elle a fait 18 ans avant qu'elle vous passe la main et ça vous fait 15 ans déjà en train de continuer. Et je pense que ça va... vous êtes sur la bonne... sur la bonne voie. Et aujourd'hui, peut-être on va s'acheminer un peu vers la fin de notre podcast. Si tu devrais transmettre aujourd'hui une seule leçon à la nouvelle génération des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer, on peut dire que vous avez une très grande expérience aujourd'hui, avec 15 ans déjà dans le domaine. Quel serait le message pour la jeunesse africaine qui souhaiterait se lancer dans la transformation? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut transformer les défis comment on appelle ça, en opportunités. Je pense que moi... En quoi faisant, par exemple? Moi, c'est ça qui a été comment on appelle ça, ma source d'inspiration parce que j'adore les défis. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, un défi me donne encore plus envie. Mais il faut aussi aller vers l'innovation. C'est l'innovation qui permet de relever les défis parce qu'il ne faut pas aussi faire des produits que les autres font qu'il n'y ait pas d'innovation dedans. Ça, vous n'allez nulle part et à un moment donné, vous allez fermer. Donc, c'est de dire à la jeunesse, il y a tellement de filières au Mali qui n'ont pas encore été exploitées. Okay. C'est d'exploiter ces filières-là, de s'insérer. La digitalisation, il y a quelques années, personne n'y croyait vraiment que ça allait créer autant d'emplois. Mais regardez au Mali, combien d'emplois ça crée. Les TikTokers, là, ils gagnent en vendant tellement. Ils gagnent plus que nous, hein? Mais ils vendent énormément en vendant sur TikTok. Donc, c'est des métiers d'avenir. Il ne faut pas se focaliser sur les anciens métiers. Il faut voir comment en créer de nouvelles. C'est ça l'innovation. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut transformer sa vie avec les défis. Voir le défi qui nous passionne et la prendre en charge et essayer de changer ce défi à l'opportunité réellement. D'accord. Alato, si tu devrais résumer ton parcours et ton mindset en une seule phrase, qu'est-ce que ça serait? Je pense que c'était passionnant. Passionnant. Ouais. Okay. Je pense que ces 15 dernières années ont été passionnantes pour moi. J'ai appris énormément. J'ai rencontré des gens formidables. Franchement, c'est comme on dit, on rencontre de tout dans la vie. Mais mon parcours, je ne vais jamais le regretter parce que ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu le faire autrement. Et tout ça, c'est grâce à la maman. Donc, c'était passionnant. Merci. Elle est toujours là? Elle est toujours Quel là. est son rôle aujourd'hui dans l'entreprise? C'est toujours elle qui me booste, qui m'insulte quand ça ne va pas, qui redynamise l'unité. Quand il y a des problèmes, les gens ne travaillent pas, elle va à l'unité, elle dit, mais vous faites quoi? Je vais fermer mon unité. Elle menace, quoi. C'est la maman où elle est là, elle donne les bonbons, elle félicite. Donc, c'est notre source d'inspiration. Elle continue toujours à être là. Elle est à la retraite, certes, mais on ne va jamais à la retraite quand on est entrepreneur. Non, c'est pourquoi elle est toujours associée gérante. c'est toujours elle la bosse. Hein. Donc, moi, elle n'a pas... Je ne suis pas la bosse, c'est elle ma bosse. Quand elle tape sur la table, là, je tremble. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes très heureux et c'est notre premier numéro.
Et merci d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Et nous espérons repartir voir l'unité et discuter avec le personnel et pour voir comment l'unité évolue et surtout, nous permettre peut-être quand le projet de formation va commencer, nous-mêmes nous allons venir pour apprendre sur la transformation et j'espère que les uns et les autres qui nous suivent en ce moment, vous aurez certainement l'occasion de passer d'Anaya Céréales. Ça, c'est l'ancien nom. Ça, c'est l'ancien nom, les céréales de Tatam. Les céréales de Tatam. Donc, les céréales de Tatam, c'est une entreprise qui a été créée en 1992. Ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Certainement, il y a certaines notre équipe ici qui n'était pas encore là en 92. Mais c'est une très bonne chose que vous ayez accepté de venir partager votre expérience avec cette nouvelle génération. Et nous souhaiterons et nous espérons que les gens vont vous contacter. Est-ce que s'il y a une opportunité de passer, comment on fait pour prendre contact avec les céréales de Tatam? Il y a le numéro de, comment on appelle ça, de l'unité, qui est le 73 01 52 01. Peut-être que c'est la maman même qui va prendre, parce qu'elle est passionnée par ça. On lui a donné ce numéro, elle gère. Donc, vous pouvez contacter pour toute demande. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas visiter l'unité à tout le monde, à part nos partenaires. Mais dans le cadre de la formation, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont intéressés à faire des formations, ils peuvent nous contacter. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? On peut les trouver en supermarché, en boutique. Et aussi, si vous appelez ce numéro aussi, on livre aussi à certains qui achètent des quantités. Ils veulent être livrés à la maison, il n'y a pas de problème. OK. Alors, merci beaucoup. C'était notre premier numéro avec Alf, avec Madame Alatou Dem, elle est gérante associée des céréales de Tatam. Et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro. Merci.